Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yohan Lopez. Yohan Lopez, si vous ne le connaissez pas, vous allez certainement le connaître de très près dans les tout prochains jours et vous abonner à sa newsletter qui s'appelle Snowball. Snowball, c'est la newsletter de référence sur les finances personnelles. Il va nous expliquer un peu plus en détail ce dont il s'agit. Salut Yohan. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bon, moi j'ai un peu la pression personnellement parce que c'est notre premier enregistrement dans le nouveau studio d'Orso Media. Déjà, est-ce que tu te sens bien dans ce nouveau studio ? Bah écoute, ouais, non, très bien. C'est cosy, c'est parfait. J'aime beaucoup. Ok. Bon, il manque encore un peu de déco, notamment un peu de déco au mur. Mais je suis assez content du résultat aussi. J'espère que ça va vous plaire aussi à vous, chers auditeurs et spectateurs. Yohan, c'est la tradition dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens ? On ne va pas tout de suite parler de ta newsletter, mais l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à cette newsletter, jusqu'à Snowball. Ouais. Explique-nous un peu ton parcours. Alors du coup, 35 ans, je suis né à Marseille, mais j'ai grandi dans le Var. Un peu perdu à la fin du lycée, je ne sais pas trop quoi faire, et je découvre un peu l'économie. Donc je me dis ça peut être cool, ça mêle un peu science, psychologie, tout ça. Donc je pars là-dedans et finalement ça me passionne assez rapidement. Donc je passe longtemps à la fac parce que j'ai fait 2 années sabbatiques en plus. Donc je sors à 26 ans je pense, 27 même peut-être. Je fais 2 Master 2, ouais, non, je voulais pas quitter la fac, quoi. Ah oui, 2 Master 2, ok. Ouais. J'aimais ça. Et donc, mais aussi passionné d'entrepreneuriat. Et donc finalement, je tombe un peu amoureux d'une boîte, en tout cas des produits d'une boîte qui s'appelle WeThings, que tu connais peut-être, Ouais. que les auditeurs et auditrices connaissent, qui fait des objets connectés dans le monde de la santé et du bien-être. Et donc, je fais tout pour aller avoir un stage là-bas. Et finalement, je décroche un stage, donc trop cool, trop content, en product management. Finalement, à la fin du stage, ils n'ont pas de poste en produit, mais en marketing. Du coup, j'ai dit, bon, ok, j'ai jamais fait de marketing, j'avais pas étudié pendant l'université, et je me dis, why not? Donc, voilà, c'est là-bas en fait que j'ai appris un peu le marketing sur le tas, quoi. Donc Master 2 en économie, et enfin, tu as fait un parcours universitaire en économie. Ouais, en analyse économique du droit, donc c'est un Master 2 recherche, donc qui était plus destiné à aller bosser dans des institutions internationales, Union européenne, think tank, etc. Mhm. J'avais pas trop forcément envie d'aller vers là, et donc du coup j'ai fait un deuxième Master 2 pro à la Sorbonne pour m'orienter un peu plus vers les boîtes tech, quoi. Donc c'était un master en innovation et management des technologies. Ça Ok. veut pas dire grand-chose, mais bon, finalement j'ai réussi à avoir ce stage, donc ça a un peu marché. Et donc j'apprends le marketing sur le tas, ça me plaît, je reste 3 ans chez WeThings, ensuite je pars. Attends, 3 ans de stage chez Non, Attends, tu restes 3 ans chez WeThings ? 6 mois de stage, Ouais. et ensuite ils m'ont embauché en marketing. Ah, ok. Ouais, non, pas 3 ans de stage. Non, Oh, écoute, ok. j'étais bien payé en stage, mais bon, Mm. c'est pas très légal. Donc j'ai 3 ans là-bas, et finalement je pars, et donc là je me dis qu'est-ce que je vais faire, je sais pas trop, je voulais lancer une boîte, parce que comme je disais, j'adore l'entrepreneuriat, mais j'étais pas forcément prêt, donc je me décide de faire le wagon. Donc ceux qui connaissent pas, c'est un bootcamp, on va dire une formation où en 2 mois tu apprends les rudiments du développement web. Je voulais pas devenir dev, mais je voulais juste rajouter un peu une corde à mon arc de marketeur, parce que bon, quand tu bosses dans les boîtes tech, tu discutes forcément avec des équipes tech. Donc je fais ça, et finalement je fais un peu une traversée du désert, je sais pas trop ce que je vais faire. Je voulais lancer une assurance, parce que j'adore la finance, mais ça va de l'économie très théorique jusqu'à le monde de l'assurance qui est très lié à la finance. Et donc j'adorais ça, donc je discute avec Jean-Charles à l'époque chez Alan, qui n'était pas encore lancé. Bon, bref, je savais pas trop quoi faire. Et finalement, j'atterris chez Comet, qui venait de se lancer. Donc c'est une place de marché qui met en relation des freelance tech avec des entreprises, un peu comme un Malte ou un Upwork, etc. Pareil en marketing, donc je reste 4 ans là-bas. Ce qui est bien, c'est que je suis arrivé au tout début, et donc j'ai vécu les levées de fonds, le scaling, les problèmes quand tu recrutes, etc. Donc j'ai vécu l'entrepreneuriat sans être entrepreneur, parce que du coup, quand tu es dans la
core team au début, bah, en fait, tu apprends plein de trucs. Et du coup, 2019, j'explique à Charles, donc un des cofondateurs, que je veux partir. Donc, j'avais pas du tout l'idée de Snowball à l'époque. Je lui dis que je veux partir, mais rester bosser en tant que freelance pour la boîte et consacrer, tu vois, 2 jours par semaine à des projets perso, quoi. Mais à ce moment-là, tu sais pas encore Non. quels seront ces fameux projets perso. Non, non, je sais pas trop. J'avais lancé une newsletter en vrai, donc Snowball n'est pas la première newsletter. J'avais lancé une newsletter, donc l'objectif c'était on était très transparent chez Comet en fait, et donc on partageait nos méthodes de travail, comment on fait nos réunions, comment on fait un board meeting, nos grilles de salaire, tout ça quoi. Et en fait, je me suis dit, ce serait cool de faire pareil, mais avec d'autres entreprises quoi. Donc mon objectif c'était d'aller dans les coulisses de Spendesk, Conto, et de voir un peu comment ils bossent en interne. C'était ça ma première newsletter. Et donc j'aurais bien aimé la développer à l'époque, quoi. Et finalement, mais sans que, voilà, je savais pas trop quoi en faire, quoi. Et bon, finalement, ça traîne un peu, et Covid arrive, en fait, 2020 arrive. Je suis encore chez Comet, on fait traîner, ça commence à sentir pas très bon niveau Covid en février, ça arrive. Et c'est là où du coup j'ai eu l'idée de Snowball, enfin entre janvier et mars. Et c'est là où du coup je lance Snowball. Ah ouais, et tu lances Snowball pendant le confinement en fait. Ouais, juste avant, je crois que c'était genre 2 semaines avant, un truc comme ça, en gros. Et qu'est-ce qui te motivait au lancement de Snowball? Tu avais identifié un problème à résoudre? C'était quoi le sujet? Alors le point de départ, c'était assez simple. C'est que chaque année, je m'amuse à faire un rapport que j'appelle le YOLO Report, parce que YOLO, c'est mon surnom parce que Johan Lopez, et, bon, bref. Ouais. Et donc chaque Et année... you only live ouais, once aussi. exactement. Ouais, donc ça fait un peu le lien entre les deux. Et donc, ouais, chaque année, je fais ce rapport. Et dans ce rapport, ça, c'est un peu la passion qui est née quand j'étais chez WeThings, qui est de traquer. Vu que WeThings permet de suivre, tu vois, avec des objets connectés, ton poids, quand tu vas courir, ta tension, etc. À ce moment-là, je me suis dit, donc en 2016, quand je bossais ou 2015, ouais, 2015 peut-être, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être pas mal de faire un rapport chaque année sur le nombre de pas que j'ai fait, les courses, le nombre de bières que j'ai bu, enfin voilà, suivre un peu tout ça. Et en fait, en 2019, donc je sors la version 2019 de ce YOLO Report. Et donc pour la première fois, j'avais ajouté ma partie finance perso. Donc en fait, les finances perso, l'économie, tout ça, c'est une passion qui est restée en tâche de fond et que j'ai suivie depuis la fac en fait. Mais qui n'était pas mon métier, mais qui était là, quoi. Et donc je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être cool de mettre voilà, mes investissements, tout ça. Et donc je le mets dans ce rapport. Et vu que ce rapport il est public et que je le partage, j'ai peut-être pas énormément, mais tu vois, entre 10 et 20 personnes, dont des personnes que je connais pas, qui me disent, ah putain, trop bien, où est-ce que tu as ouvert ton assurance vie, dis-moi en plus, etc. Donc tu vois, les gens qui me posaient des questions sur des sujets d'investissement, de budget, etc. Et donc, je me dis, il y a un truc. Donc, si des gens me posent des questions naturellement, voilà quoi. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, je me dis, là, j'ai fait une sorte de micro-contenu sur les finances personnelles avec ce YOLO Report. Pourquoi pas faire un truc dédié à ce sujet-là, sous forme de newsletter, parce que j'adore écrire. Et donc, voilà. Donc, c'était ça l'idée principale au début. Sachant que, voilà, quand je l'ai lancé, Snowball, c'était vraiment comme on dit, un side project. J'avais encore mon boulot chez Comet. Ouais. Je voulais bosser en tant que freelance. J'avais des pistes pour avoir des missions, etc. C'était pas un... Et ce YOLO Report, tu le partageais comment auparavant? Je le partageais sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. Ok. Donc, ouais, sur les réseaux, quoi, sur mes réseaux perso. Et t'arrivais à... ça avait du succès? Ouais, c'est marrant ce YOLO Report parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai eu mon job chez Comet. Parce que Charles est tombé dessus en 2016, je crois, ouais, 2016. Je sais pas, je l'avais partagé sur Facebook et il me dit, ah putain, en fait, c'est un gars comme toi dont on a besoin, genre les chiffres, etc., qui aime bien tout traquer. Et du coup, c'est suite à la publication qu'il m'a contacté. Donc en gros,
je pense quoi, il y a quelques centaines de personnes qui doivent tomber dessus à chaque fois. C'est pas un truc gigantesque, mais ça a quand même créé 2 opportunités assez ouf, quoi. Mais attends, tu traquais absolument tout, même le nombre de bières que tu as bu. Autant Ouais. le nombre de pas, ça peut être fait automatiquement, mais il n'y a Ouais. pas encore de tracker de bières. Ça devait Non, être, c'est Google Sheet. Mais tu pensais vraiment à chaque fois à le faire? Ouais, je le fais Parce que encore toujours maintenant. Ouais. Ok, ok, parce que moi, c'est typiquement le genre de truc où tu dis, tiens, je vais commencer à le faire. Et En fait, au milieu d'année, tu oublies, même avant ça. ouais. Après, ça m'arrive, tu vois, pendant 4-5 jours d'oublier. Du coup, j'essaye de me souvenir, ok, qu'est-ce que tu as fait lundi soir? Ok, j'ai bu une pinte. Ouais, donc, ça m'arrive, mais en fait, ça devient tellement une habitude au bout d'un moment que Ouais. tu l'intègres dans ta routine, quoi. Donc, ouais, quand je vais courir, je le note. Si je mange de la viande, mange pas de viande. Ouais, donc j'ai pas mal de petits trucs Ok. que je traque, quoi. Et donc là, on est en début 2023. L'édition 2022, Elle est pas encore elle sortie. n'est pas encore sortie. Ouais, j'ai pris un peu de retard, mais je suis dessus. Et tu essaies d'ajouter des nouvelles choses chaque année Ouais, à il y en a que traquer? j'enlève, il y en a que je rajoute. C'est un truc vivant, mais c'est marrant parce que ça devient un peu une sorte de journal intime, tu vois, sans que tu racontes vraiment des Ouais, trucs bien hyper sûr. méga intimes. Ça reste des trucs assez high level, quoi, très macro. Mais je me dis, putain, en fait, dans 30 ans, je serais content de revoir mon YOLO Report de 2015, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs chelous que tu traques mais que tu mets pas dans ton YOLO Report? Non, en vrai, je me suis même dit à un moment, parce que je sais plus, c'était quand j'étais chez WeThings, je sais plus, j'avais lu une étude qui disait que, tu sais, quand la pousse de tes ongles, elle est liée souvent à ton état de santé, quoi, le soleil, Mhm. etc., que tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, bah, ça va être un truc que je vais traquer. Tous les combien je me coupe les ongles ou tous les combien je me coupe les cheveux. Et c'est vrai, et il y a un vrai, tu vois vraiment la différence, tu vois, ça pousse genre beaucoup plus vite quand tu vas bien, qu'il y a du soleil, etc. Mm. Donc c'est assez marrant de faire des corrélations après. Ouais, c'est marrant. Donc tu vois, même des trucs chelous comme ça, je le partage. Donc, Mm. donc ouais, non, j'ai pas partagé d'autres. Enfin, je traque pas d'autres trucs bizarres Ok. que je partage pas. Non. Et alors, d'où vient cette passion pour les finances perso? Bah, c'est la fac, hein, je m'y intéressais pas du tout au lycée, tout ça. Enfin, si, j'avais un intérêt pour l'entrepreneuriat, tu vois, l'univers de la tech, monter une boîte, etc. C'était des sujets qui m'intéressaient, mais sachant que voilà, en général, les finances personnelles et l'entrepreneuriat, tu as quand même beaucoup de points communs. La gestion d'une entreprise, mais en fait, c'est très similaire à la gestion enfin, très similaire, on va dire, oui, un peu. La gestion d'un budget, il y a des notions d'investissement, d'allocation des ressources, etc. Mm. Et donc, j'avais ce centre d'intérêt-là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allé en éco, je pense. Ça m'a aidé à choisir. Et après, en économie, bah, c'est là où tu découvres les marchés financiers, comment ça fonctionne, le système des taux d'intérêt, tout ça. Et donc, c'est là où j'ai vraiment eu un début d'appétence pour ce sujet. Une révélation. La révélation, c'est ça. Et après, petit à petit, bah, voilà, premiers investissements, et ainsi de suite. Tes premiers investissements, c'était dans quoi? Bah, les premiers investissements, je crois que c'était des actions Apple parce que j'étais un fanboy. Donc je me suis dit, ah tiens, je vais acheter sans faire de recherche, quoi que ce soit, hein, mais qui était un bon timing. Parce que c'était en 2008, je pense, ou un peu avant. Et même pas Withings. Ça existait Bah, tu peut-être pouvais pas pas encore. acheter des actions. Ouais, Ouais, non, ils j'avais n'étaient pas cotés. Bah, ils sont toujours pas cotés, non, c'est une boîte privée. Ouais. Mm. Voilà. Ils ont été rachetés un temps par Nokia quand même. Ouais, bah, je suis parti juste avant. C'est là ça devenait un peu moins fun parce qu'ils Ouais. coupaient les budgets, etc. Donc c'est pour ça que je suis parti, je pense, à ce moment-là. Et puis après, très bon coup, ils ont revendu un Nokia à 110 millions et ça s'est pas bien passé. Et un des Frédéric Potter. cofondateurs, C'est non, ça, hein. Ah non, c'est c'est Eric Carrel. ouais, Eric Carrel, pardon. Il y avait Eric et Cédric. Frédéric était parti au tout début. Et donc Eric, Cédric est parti et Eric a racheté ensuite WeThings ok. pour, je sais plus, entre 10 et 20 millions, je crois. Donc bonne affaire. Ouais. Ouais, l'auteur de Snowball estime que c'est une bonne affaire, effectivement. C'est une bonne affaire. Ok, donc cette passion pour les finances perso te viennent de tes années fac où effectivement il Ouais. fallait compter le moindre sou. Pas si YOLO que ça en fait, Johan. Non, non, c'est vrai. Ouais. Bah, ça dépend. En fait, si. C'est un peu deux opposés, mais je peux avoir ce côté très rationnel qui va réfléchir, etc. Mais aussi ce côté ne pas réfléchir quand tu as une opportunité, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait 2 années sabbatiques. Je me suis pas dit, ah tiens, non, je vais pas le faire, quoi. Souvent, les gens réfléchissent, tu vois, beaucoup, un peu trop, alors que moi, j'ai tendance à, ok, bon, allez, on y va, on verra, quoi.
Pareil, quand j'ai fait mon master en analyse économique du droit, je savais que ça allait pas trop m'apporter grand-chose parce que je voulais pas aller là-dedans, mais je l'ai fait quand même. Snowball, je me suis lancé sans trop savoir ce que ça allait être. Donc ouais, il y a quand même pas mal de côté YOLO à côté du côté très rationnel, etc. quoi. C'est un bon mix parfois. Alors, tu as raison, ce que tu dis, quand tu es étudiant, tu as une vie qui est. Tu as beaucoup de précaire, hein, beaucoup de précarité dans la vie étudiante. Donc, tu dois redoubler d'imagination, mais aussi d'efforts pour trouver des jobs, etc. Ouais. Comment tu as vécu, toi, ces années fac en fondu de finances perso que tu es? Est-ce que tu as trouvé une sorte de martingale ou pour faire un petit clin d'œil à notre ami Mathieu Stéphanie, mais est-ce que tu avais trouvé pendant tes années fac une façon finalement d'être OK financièrement? Je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais je pense que ouais, c'était. Il y a moyen que ce soit à la fac où j'ai commencé à gérer enfin à suivre mon budget, avoir tu vois, une Google Sheet et que j'ai toujours la même en fait depuis plus de 15 ans, peut-être 10 ans. Et donc, je pense que c'est un peu ça, en fait, le secret, c'est même quand t'as pas beaucoup d'argent, en fait, de savoir où ça part, tout ça, quoi. Et c'est un peu la base, hein, de toute façon, c'est dépenser moins que ce que tu gagnes, quoi. Mm. Moi, j'étais boursier, tu vois, je devais avoir, je sais pas, 400 ou 500 euros de bourse, 450 peut-être. Mes parents devaient me filer 200 balles, donc t'as la CAF aussi, bon, t'as pas mal de trucs, mais du coup, tu dois gérer un petit budget, quoi. Mm. Et si tu suis pas, bah, tu pars vite, surtout à la fac, hein, les sorties avec Bah, des c'est ça. potes, etc. Donc je pense ouais, c'était plutôt ça, la martingale, c'était suivre son budget, quoi, en fait, à Mm. l'époque. Ouais. Et tu arrivais quand même à avoir une vie étudiante épanouie, c'est-à-dire justement sortir avec des potes, avoir une vie un peu nocturne, Ouais. faire un peu la fête. Ouais, non, j'ai jamais eu de problème de toute façon. Non, mais quand t'es étudiant, en plus, tu connais les bons coins, là où la bière est à 3 euros ou à 2,50 €. Bon, t'as plein de Mm. petits trucs et astuces, quoi. Donc, ouais, non, j'ai pas eu de. Enfin, si, je me suis quand même tapé pendant plusieurs mois où c'est un côté un peu obsession. Ça m'arrive, tu vois, des fois, de dire, ok, allez, tu vas manger que du riz pendant 6 mois parce que j'adore ça et je faisais que manger du Ça riz. peut entraîner quelques problèmes digestifs quand même, Johan, que du riz Ah pendant ouais, 6 mois. ça allait Ça super bien, allait? ouais. Ok. Ouais. Et donc, ouais, non, j'avais quand même aussi ces petits trucs où j'économisais par endroits de façon un peu obsessionnelle, dont la bouffe. Ouais. Ok, très bien. Ok, donc Snowball, tu as l'idée de lancer Snowball. Comment tu t'y prends pour lancer cette newsletter? Est-ce que tu fais le tour des solutions d'emailing? Comment tu choisis le format? Comment tu choisis ton logo? Comment tu fais pour lancer ta newsletter? Alors, déjà plusieurs trucs. Donc, je t'avais dit que j'avais lancé une newsletter avant, en fait. Ouais. Et ça, c'était. En fait, j'avais un très bon pote, enfin, toujours bon pote, Benjamin. Benjamin Perrin, qui a une newsletter d'ailleurs, qui est très bien, qui s'appelle Plus Movies Attitude. Et donc, il me disait, trop bien, il y a une nouvelle plateforme qui est sortie, qui s'appelle Substack, je viens de la tester, j'ai discuté un peu avec un des fondateurs, je pourrais te mettre en relation avec lui. Et donc, en fait, il me met en relation c'était Amish Mackenzie, euh, donc qui est un des cofondateurs et qui, du coup, m'explique un peu comment ça fonctionne. C'était vraiment le début, hein, Mm. la boîte avait peut-être 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc je fais, ah ouais, ça a l'air pas mal, c'est gratuit, tu peux envoyer des mails gratuitement, alors que t'avais Mailchimp, ça peut être vite Ouais. très cher, même si t'as pas énormément d'abonnés. Et donc je fais, ah ouais, je vais partir sur ça, quoi. En fait, du coup, je teste avec cette première newsletter. Donc, lors du lancement Snowball, en fait, j'avais même plus la question de me dire Mm. qu'est-ce que je vais utiliser, c'était Substack et c'était parfait. Alors, si je ne m'abuse, Substack aussi avait une approche particulière, vraiment dédiée aux créateurs de contenu, parce que tu avais toute cette logique de comment dire, de formulaire pour récupérer des adresses email, Ouais, et puis cette brique payante que ne propose pas Mailchimp. ouais, exactement. Ouais. Tout C'est était ça, simple, hein. en fait, c'est ça. Ouais. Tu avais ce côté mailing, donc un Mailchimp, quoi, et tu avais le côté on va caricaturer blog et WordPress, quoi, tu vois. Et en fait, les deux combinés, Mm. gratuit, parce qu'en fait, le business model de Substack, il est simple, c'est gratuit pour tout le monde tant que tu ne passes pas en payant. Par contre, si tu vends des abonnements, bah, ils te prennent une commission, quoi, tout simplement. Voilà, C'est un peu 10%, hein, je crois, ouais, hein, c'est ça. 10%, ouais. Ouais. Donc voilà, donc plateforme easy. Le nom, bah,
j'ai dû mettre je sais pas, 15 minutes à trouver le nom Snowball parce que j'avais lu le livre de la biographie de Warren Buffett il y a 2 ans, je crois, 2 ans avant, qui s'appelle Snowball quelque chose. Et en fait, c'est l'effet boule de neige, donc tout était top en fait avec ce nom. Le lancement, l'idée, donc elle est venue un peu par hasard, donc je t'ai dit avec le YOLO Report. La validation de l'idée, j'ai fait simplement un post LinkedIn où en gros j'ai dit les gars, voilà, je vais lancer une newsletter sur les finances perso. J'ai partagé un peu des investissements un peu exotiques pour éveiller la curiosité, comment j'ai créé une flotte de véhicules pour les louer sur Drivey à l'époque, Getaround maintenant, comment j'ai investi dans un cloud money, comment j'ai acheté des Lego sous forme d'investissement, bon, voilà tout ça. Et donc ça, en fait, c'était ma waiting list, donc le classique sur LinkedIn, tu dis laissez un commentaire si vous voulez que je vous prévienne quand je sors la newsletter. Et là, tu vois, il y a eu 1000 personnes, je crois, qui ont Ah ouais, qui ont 1000 commenté. personnes, c'est dingue. Donc ouais, c'était, T'avais un gros réseau LinkedIn à l'époque ou pas? Ouais, j'avais pas une spécialement bonne, j'avais une bonne communauté parce que je partageais beaucoup avec Comet. Mais l'avantage de LinkedIn, c'est que même si t'as pas une grosse communauté, si t'as un post qui crée de l'engagement, en fait, t'es vite poussé, quoi. C'est vrai. Un peu comme TikTok, c'est beaucoup moins vrai sur Insta et Twitter, où c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'en général, quand tu veux tester des idées, LinkedIn, c'est pas mal pour partager. Et donc voilà, donc là, j'avais validé un peu le concept et l'idée et l'intérêt. Et ensuite, j'ai créé mon Substack. Le logo, je suis allé le récupérer sur un site qui s'appelle, je réfléchis 3 secondes, Logodust, logo DUST, en fait, qui partage des logos libres de droit, quoi, que tu peux utiliser pour n'importe quel projet. Et là, je vois un logo un peu en forme de boule de neige. Je dis, allez, voilà, parfait. Snowball, boule de neige, on utilise les deux. Et voilà, donc là... Et sur la plateforme, tu l'as créé de A à Z sur la plateforme ou après tu as dû adapter cette idée de logo que tu as trouvé non, sur en fait, Logodust? ils sont tout prêts, en fait. Ah, donc tu écris ton logo, enfin tu files du texte et te sort un... Non, même pas, c'est une galerie avec plein de logos différents qui sont déjà tout prêts et toi tu pioches celui que tu veux, quoi. Un peu comme... Ah oui, donc c'est un générateur de logos. En fait, je crois que c'est une agence Logodust. Enfin, ils ont une agence de designers et ils font plein de logos qui ne sont jamais utilisés souvent. Et en fait, ils les mettent en mode libre de droit. Et ça leur génère des leads, en fait. C'est comme ça qu'ils font leur truc, quoi. Et donc voilà, donc c'est là où j'ai trouvé ce logo. Donc voilà, le nom, je crée la plateforme, le compte Substack et voilà, je lance la première newsletter. Donc ça s'est fait assez facilement. Et il y avait quoi alors dans cette première édition de ta newsletter? La toute première, alors il y en avait une, c'était... Alors attends, la toute première, c'est justement tenir son budget. Je te parlais de la fameuse Google Sheet là. Ouais. Et en fait, c'est là où je partage un peu ma méthode pour gérer mon budget avec cette Google Sheet, un fichier Excel tout simple, quoi. Et voilà, c'était ça le sujet, voilà, vraiment la base. Ok. Et quand tu lances ta newsletter, tu te dis que tu vas l'envoyer chaque semaine, ou bien tu t'es dit, tiens, je lance cette première édition, et puis on verra en fonction du temps que je pourrais y consacrer. J'avais pas forcément réfléchi à ça, pareil, au début, et naturellement, le rythme de 2 par mois, tu vois, est venu tout seul. Parce qu'au début, j'avais même pas l'idée de la monétiser, donc j'avais pas cette dichotomie gratuit, payant, etc. Donc ouais, vu que je bossais encore chez Comet, qu'on était en plein Covid en plus, donc plein de sujets à gérer, des urgences, etc. Donc 2 par mois, c'était le truc où je pouvais y consacrer assez de temps pour en faire 2 par mois et pas plus. Donc voilà, c'était ça le raisonnement tout basique, quoi. Combien tu as d'abonnés aujourd'hui, Johan? Là, il doit y en avoir 41 000, 40 700 et quelques. Tu dirais que la progression de ta base d'abonnés, elle a été régulière ou plutôt exponentielle? Il y a une période qui a tout changé, qui a fait que tu as gagné beaucoup plus d'abonnés qu'auparavant? Non, elle était assez linéaire parce que elle était... Alors, elle est linéaire, évidemment, plus tu as d'abonnés et plus tu veux... Voilà, le bout de la neige, quoi. Plus tu as d'abonnés, plus le bouche à oreille, etc. Mais quand tu regardes, c'est pas une exponentielle comme ça, c'est plutôt une courbe assez linéaire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment fait d'acquisition sur d'autres réseaux, par exemple. Ouais. Tu vois, je parle régulièrement. Ce que je fais, c'est que je vais faire un post sur LinkedIn pour partager les avancées de Snowball. Donc, plus où j'en suis en tant que boîte. Ça va générer des abonnés, etc. Mais je vais pas recycler du contenu pour le mettre sur Insta ou TikTok ou Twitter. Alors, je l'ai un peu fait, j'ai un peu testé, mais par manque de temps, je ne l'ai pas vraiment fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vu que l'acquisition elle est majoritairement liée au bouche à oreille, tu vas pas utiliser les leviers des réseaux. En tout cas, pas pour l'instant. C'est un objectif, justement, là, en 2023. Donc ouais, donc plutôt linéaire. Comment tu choisis tes sujets? Voilà, c'est pareil, c'est YOLO. Non, mais c'est vraiment. Souvent, les gens me disent. Tu vois, je pense que les personnes imaginent que j'ai un fichier avec un calendrier éditorial sur les 12 prochains Forcément. mois, etc. Mais tu vois, là, il y a une édition qui part ce soir, gratuite, et je l'ai trouvée avant-hier, tu vois. Donc, j'avais pas le sujet, je savais pas trop quoi. Ça te panique pas de savoir que tu as une newsletter à envoyer là, dans 2 jours Non, sans avoir de sujet? ah non, parce qu'en fait, t'arrêtes de paniquer quand tu vois que pendant 2 ans et demi, ça n'a jamais été un problème. Ok. Tu vois, au bout d'un moment, tu dis, bon, je vais trouver une solution, quoi. Tu Mm. vois, c'est un peu comme les élèves. Alors, moi, j'étais pas du tout comme ça à l'école, qui fait le devoir au dernier moment et qui s'en sortent toujours, tu vois. Mais par contre, pour la newsletter, c'est un peu ça qui se passe en général. Donc, évidemment, j'ai un peu, dès que parfois je tombe sur un sujet, tu vois, je vais l'ajouter dans une liste. Donc j'ai un petit backlog de sujets intéressants, mais j'y vais en fait assez rarement. Donc c'est plus des sujets où en fait je me dis, ah ouais, là j'aimerais bien parler de ça, tu vois, c'est très lié Mm. à Mm. de quoi j'ai envie de parler. Donc c'est un peu comme ça que je choisis les sujets, essentiellement. Parce qu'après, tu vois, j'ai aussi des collaborations. Donc ça m'arrive qu'il y ait des personnes qui me disent, voilà, Johan, j'aimerais bien parler de SCPI dans ta newsletter, qu'est-ce que tu en dis? Je dis pas, ouais, moi j'en ai jamais parlé parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Go quoi. Donc ça peut arriver que des sujets soient amenés par la communauté. Comme ça, ouais. Et soit euh, produit aussi par des Ouais, personnes de la communauté? ouais, Donc c'est c'est pas toi qui les arrivé, écris? ouais, c'est arrivé 5-6 fois, je pense. Et ce qu'on fait, ce que j'essaye de faire en général, c'est que même si il y a quelqu'un qui va écrire le contenu, c'est que j'essaye de faire une sorte de ping-pong, tu vois, où moi je vais ajouter mon point de vue par rapport à un truc pour Ouais. créer un peu plus de dynamisme. Et donc ouais, ça je l'ai fait que 5-6 fois et ça marche bien. Ouais. En termes de format, de structure, est-ce que le format et la structure ont évolué depuis la création de Snowball en 2020? Ouais. Et comment tu as choisi? Comment se sont opérés tes choix, justement? Il y a eu forcément une évolution déjà quand j'ai décidé d'avoir un abonnement payant, parce que On va en forcément parler après, ouais. donc forcément tu proposes pas le même type de contenu, mais donc ouais, le contenu a évolué. Alors c'est toujours resté comment on dit, je sais même pas comment on dit en français, mais du contenu long, quoi, du long form, tu vois, des contenus Mm. assez lourds. Euh, on n'est pas sur du Morning Brew ou The Hustle, on est vraiment plus sur des sujets longs. Donc ça n'a pas vraiment changé. J'ai quand même ajouté petit à petit, tu vois, tu te rends compte par exemple que c'est important, dans une newsletter, ce qui est important, c'est que les gens puissent scanner rapidement, parce que tu lis rarement de A à Z une C'est newsletter. ça. Donc en gros, il faut qu'il y ait des gros titres, qu'il y ait des séparations qui soient claires entre les sujets, que quand la personne ouvre la newsletter, elle sache dès le début de quoi ça va parler cette newsletter. C'est pour ça que maintenant, même avant de dire bonjour, tu as, ok, c'est quoi les 4 sujets de la newsletter? Mm. Et comme ça, la personne qui ouvre, elle va dire, ok, ce sujet m'intéresse, ça non, ça oui, et du coup, elle va scanner, hop, tomber dessus, et voilà, quoi, et elle s'en va. Donc le but, c'est quand même d'aider la personne à mieux lire ta newsletter. Donc ça, évidemment, j'ai créé petit à petit des évolutions sur ça. Mais sinon, il y a des nouveaux formats qui sont arrivés. Tu vois, par exemple, sur WhatsApp, c'était un format qui n'existait pas au début, mais que j'ai lancé après, beaucoup plus court du coup. Euh, mais sinon, ouais, on va dire que c'était plus des itérations sur les formats existants qui existent toujours, ou des nouveaux formats complètement différents sur WhatsApp, par exemple, quoi. Alors avant de parler de WhatsApp, si on reparle du format, j'ai eu l'occasion de travailler sur le sujet des newsletters dans mon précédent job dans les médias. Et j'ai fait un bench assez large où effectivement il y avait The Hustle, il y avait des newsletters comme ça, il y avait aussi celle d'Axios.
Et parmi les enseignements de ce bench, de cette analyse, il y avait quand même le fait que les newsletters qui fonctionnent bien sont celles qui sont assez concises, avec des contenus plutôt courts, très structurés, effectivement, comme tu le dis, avec des titres et des parties bien identifiées, des bullet points pour résumer des idées ou pour donner les idées clés très rapidement. Et c'est vrai que Snowball, tu as un peu de ça, c'est vrai que c'est assez structuré aussi, mais tu as des contenus assez longs, quoi. Et là, quand tu reçois Snowball, tu es OK, Il faut 20 minutes. ouais, il faut que je dégage 20 minutes de mon temps là, pour la lire. Donc, c'est pas une newsletter que tu peux lire vraiment comme ça, en diagonale, vite fait, entre deux rendez-vous. Ouais, c'est vrai. Et en effet, c'est un sujet, tu vois, là, sur l'évolution de Snowball, justement, c'est de se dire... potentiellement, tu peux faire quand même plus de volume d'acquisition avec des newsletters courtes parce qu'elles se lisent vite et du coup, les gens ont moins peur de s'abonner ou de lire. Et vu qu'ils lisent tout, en fait, ils vont partager plus souvent le contenu. C'est pour ça que souvent, mon Daily Snow sur WhatsApp, donc l'édition WhatsApp, elle est souvent beaucoup plus partagée que des éditions beaucoup plus longues, quoi. Et donc, mais pour moi, c'est vraiment deux propositions de valeur un peu différentes. Tu peux pas vraiment faire un sujet pédagogique, apprendre quelque chose. Enfin, tu peux, évidemment, mais tu vas pas le faire bien à 100%. C'est pour ça que moi, je vois plutôt les formats courts comme de la news. C'est pour ça que Morning Brew, Axios, c'est vraiment, ils te partagent des news. Quoi, Ouais, c'est des newsletters quotidiennes, d'ailleurs. Quotidiennes, etc. Et d'ailleurs, quand tu regardes The Hustle, ils l'ont toujours. Ils ont une newsletter hebdomadaire qui est beaucoup plus longue, où en gros, ils vont creuser un sujet, quoi. C'est des sujets souvent un peu loufoques et intéressants, et donc, mais qui sont beaucoup plus longs, mais qui ne sont pas de la news. Et en fait, c'est pour ça que moi, quand je partage des sujets où en gros, on va décrypter, j'en sais rien, c'est quoi la SCPI, par exemple, ou comment tu fais un investissement locatif dans un immeuble de rapport. Tu peux pas faire 10 bullet points. Si tu fais 10 bullet points, en fait, tu vas attirer la curiosité, ça c'est sûr, mais tu vas pas expliquer de A à Z comment ça se passe, quoi. C'est pour ça que souvent, c'est des newsletters assez longues parce qu'on va creuser un sujet. Mais ça veut pas dire que c'est incompatible avec un autre format. En fait, après, tu peux avoir une sorte d'entonnoir, tu vois. En fait, tu as une newsletter avec une grosse base d'utilisateurs à la Axios, etc. Et petit à petit, tu fais des formats un peu plus longs, mais il va y avoir moins de personnes, et peut-être des formats plus longs, payants, et encore moins de personnes, mais qui vont générer des revenus. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Mais en effet, dans le paysage, parce que le Daily Snow, je ne l'ai pas lancé il y a super longtemps, mais dans le paysage des newsletters, c'est vrai que Snowball était un peu différente, parce qu'elle était beaucoup plus longue que d'autres. Mais ça prouve aussi que c'est ce qu'on disait, que tu vois, on parlait de Mathieu, mais ces podcasts sont extrêmement longs, mais pourtant c'est un des meilleurs podcasts en France. En fait, ça ne veut pas dire qu'il y a une newsletter que j'adore, et elle est quotidienne, c'est Matt Levin, c'est un journaliste de Bloomberg, et elles sont encore plus longues que les miennes, tu vois, c'est 35 minutes à lire par jour, c'est gigantesque. Et pourtant, il a une base d'abonnés qui est gigantesque aussi. Donc, je pense que c'est plus simple de faire du contenu court, parce que c'est pas plus simple, en fait, c'est même pas vrai ça, tu vois. Ouais, parfois c'est pas plus simple. Hein. Non, c'est même pour moi, tu vois, ça peut être plus compliqué de faire du contenu court parce que j'ai l'habitude d'écrire, j'aime bien, etc. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle universelle. Ça rejoint ton objectif et la mission que tu t'es donnée aussi avec Snowball. Donc, de ce que je comprends, c'est quand même une mission pédagogique. Ouais. C'est ça, hein, tu veux apporter de la pédagogie sur des sujets qui peuvent paraître complexes, comme les SCPI, j'en sais rien, les cryptos, la blockchain, tous les sujets liés aux finances perso. Hein. Donc, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, le but, c'est vraiment de démocratiser, en fait, de faire en sorte, ou de dédramatiser. En fait, c'est tout ça, quoi. De faire en sorte que les gens s'y intéressent, tout simplement. Et comme moi, à l'époque, c'est pour ça que je lis souvent, en fait, les finances personnelles et l'économie. C'est que c'est des sujets... En fait, c'est comme tous les sujets, si tu en parles bien, ça devient passionnant, tu vois. Je prends souvent cet exemple, mais je suis un compte TikTok d'un gars qui installe la fibre et du coup il partage ses vidéos et il explique comment tu installes la fibre et que c'est souvent la galère et tout. Et en fait tous les sujets sont intéressants quand on parle bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc en fait c'est pour ça que les finances perso, l'argent ça fait un peu peur, surtout en France. Il y a peu de gens qui investissent, ou alors quand ils investissent
ils investissent dans un livret A, ils croient que c'est un investissement ou une assurance vie que le banquier a vendue. Donc il y a quand même un champ, enfin, une marge de manœuvre pour apprendre ces sujets-là qui est gigantesque, et c'est un peu ça qu'on veut faire, quoi. Oui, je dirais qu'il y a aussi une prise de conscience sur ces sujets de finances perso que n'avaient pas forcément les générations précédentes, celles de nos parents. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on a fait un événement sur les retraites auquel tu étais aussi parmi les intervenants. Et c'était très étonnant quand même le fait que les jeunes générations sont très intéressées finalement par ces sujets-là et sont conscientes aussi qu'elles ne pourront pas trop compter sur leur retraite pour leur vieux jour. Et c'est vrai que c'était pas tellement le cas des générations précédentes. Bah ouais, de toute façon, tout est lié à... Alors, je pense que tu as l'aspect culturel, évidemment, qui est important, mais l'aspect culturel est souvent lié à l'aspect politique. Politique dans le sens où la France, on est quand même un pays très paternaliste, où tu avais cette retraite, tu comptais sur ça, tu n'avais pas besoin d'en investir, tu avais une bonne retraite confortable, qui est en train de changer. Alors, dans quelle proportion, c'est dur à dire, mais comme je dis, t'espères le meilleur, mais tu te prépares au pire. Le but, c'est pas d'être pessimiste ou optimiste, c'est un mix des deux à chaque fois, de toute façon. Et c'est pour ça qu'en fait, commencer à investir aujourd'hui, si demain tu as une retraite qui est confortable, tant mieux, tu auras encore plus d'argent, c'est cool. Si demain tu n'as pas de retraite, pareil, tant mieux, tu auras investi tôt, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience. Et je pense qu'aussi, c'est aussi lié je pense qu'Internet a quand même beaucoup aidé. La diffusion de l'information, en fait, a beaucoup aidé justement à ça. Alors, ça a commencé aux États-Unis avec les gourous des finances perso, tu vois, qui ont aussi pas mal aidé, et qui arrivent en France aussi. Et c'est pour ça que sur TikTok, Insta, etc., tu vois, énormément de comptes qui démocratisent aussi ce Salut à sujet-là. toi, jeune entrepreneur. Alors oui, il y a des gens très bien et des gens moins bien. Ça, je voulais qu'on parle de ça après. Ouais. Mais voilà, donc je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé justement à ce que ces nouvelles générations s'y intéressent davantage. Alors, tu as Snowball, mais tu en as plein aux US, tu en as plein dans d'autres pays. Et donc ça aussi, ça y contribue, en plus du paysage des retraites qui évoluent, quoi. Ouais. Parfois, on est... alors, pas sur Snowball, hein, mais donc tu es bien placé pour savoir que dans la creator economy aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de finances perso avec plus ou moins de sérieux. C'est très difficile de faire le tri entre les créateurs qui racontent du bullshit et ceux qu'on peut suivre. Ouais. C'est aussi un secteur qui est régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Il y a toujours ce risque de tomber dans le conseil en investissement, et ça, c'est quelque chose qui est régulé et qui est interdit en France, tu vas nous expliquer. Comment tu fais, toi, pour ne pas te rapprocher trop de cette limite justement du conseil en investissement? C'est une excellente question. Déjà, oui, c'est vrai que tu peux pas donner... En fait, le conseil est régulé dans le sens où tu dois connaître la personne, tu dois t'assurer que c'est la bonne personne, donc tu dois vérifier son identité, etc. Donc c'est pour ça que tu peux pas diffuser un message de conseil à 1000 personnes. Donc, tu dois connaître son bilan patrimonial, ses objectifs, etc. Donc évidemment, si tu envoies un mail à 40 000 personnes, tu connais pas les objectifs de ces 40 000 personnes, elles n'ont pas signé de documents, etc. Donc tu peux pas donner de conseils. Pareil sur TikTok, etc. Par contre, là où ce que tu as le droit de faire, c'est de faire de la pédagogie. Et donc là, ça, c'est pas interdit. Après, la limite entre pédagogie et conseil, elle est ultra floue. Tu vois, moi, des fois, quand je vais décrypter, j'en sais rien, moi, le business model de Apple, en disant que c'est une entreprise que je trouve intéressante, oui, tu peux dire, OK, mais est-ce que c'est un conseil? C'est pas un conseil? C'est là où, en fait, ce que j'essaye de faire, moi, c'est plus de donner les clés, alors qui peuvent être très théoriques sur comment ça fonctionne, une assurance vie, un PEA, etc. C'est quoi un ETF? Donc les gens comprennent pour qu'ensuite ils puissent prendre eux-mêmes leurs propres décisions. Et aussi, je pense que la limite, enfin, ce qu'il faut éviter, c'est en fait un peu le maximalisme, tu vois, ces comptes qui par exemple sont ultra 100% Bitcoin en fait, et des gens qui vont te dire en fait les banques c'est pourri,
le système financier, il est en train de s'écrouler, Bitcoin, il n'y a que ça, tu vois. En fait, là, évidemment, c'est pas du conseil, mais quand même, tu dis aux gens que tout le reste, c'est de la merde. Ouais, bien sûr. Évidemment, le petit jeune qui va tomber sur toi et qui y croit, il va dire, OK, bah, je vais acheter que du Bitcoin. Allez, on y va. Et c'est là, moi, ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que j'aime bien être très généraliste et très nuancé. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai quand même pas mal évité les haters et tout ça. C'est que à chaque fois, tu essayes de dire, OK, le Bitcoin, c'est cool, mais attention, pourquoi c'est pas cool, quoi. Et en fait, à chaque fois, si tu fais ça, bah, t'évites justement ce côté donner un conseil, tu donnes les clés de lecture et tu donnes voilà, les bonnes infos, quoi, plus que des conseils. Tu as des contacts avec l'AMF ou t'en as déjà eu? Bah, en fait, moi, j'ai décidé très tôt de devenir CIF. Donc, CIF, c'est conseiller en investissement financier. Donc, c'est ce qui est réglementé par l'AMF. Donc, j'ai dû passer une certification AMF. Donc, c'est un peu l'équivalent du code de la route, mais pour les marchés financiers, on va dire. Et donc aujourd'hui, je suis officiellement CIF. Donc, c'est-à-dire que demain, si tu viens me voir, bah, je peux te conseiller des produits si on reste dans le cadre, dans le parcours réglementaire. Et donc ouais, ça, je l'ai fait très vite. Donc, j'ai pas de relation avec l'AMF. J'ai essayé de les contacter. Bah, c'est marrant parce que je me dis, ça pourrait être cool de faire un truc avec l'AMF. C'est intéressant. Ils m'ont jamais répondu. Et, je crois qu'ils sont pas si nombreux que ça. Hein, non, bah oui, j'imagine, ils ont pas le temps. Nombre de sujets à suivre non, c'est clair. de leur côté. C'est pas leur priorité, je comprends. Mais donc, ouais, donc j'ai pas de contact avec eux. J'ai vu qu'ils se sont rapprochés de. Bah, tu dois plus savoir que moi. C'est quoi déjà l'organisme qui, tu sais, qui réglemente qui régule plutôt le. Ah, la creator economy. Enfin, l'influence. Ouais, l'influence, oui. Bah, c'est à Bercy, hein, c'est au ministère de l'économie. Ouais, bah, je sais, bah, il a un an ce truc. Bon, bref, j'ai vu qu'en fait, l'AMF voulait faire passer une sorte de tamponner certains influenceurs qui disent qu'ils vont respecter le certificat de l'influence responsable. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça que je cherchais. Ouais. Bah, pareil, ça, j'ai voulu le faire et j'ai jamais reçu de réponse. Enfin, je sais pas. Ouais, alors peut-être retente le coup parce que apparemment ils mettent un peu plus de moyens en 2023 pour donner plus de visibilité à ce certificat. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette fameuse réunion à Bercy fin 2022. Et l'un des constats, c'était de se dire le cadre juridique légal existe déjà, sauf que les gens ne le connaissent pas. Ouais. Donc on va mettre des moyens pour le rendre plus visible. Mais là, si tu me dis que même toi, si tu as fait la démarche pour avoir ce certificat et que tu n'as jamais eu de réponse, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Il devait m'envoyer un lien pour payer parce que tu dois payer un petit truc et j'ai jamais reçu le lien. Alors c'est peut-être un bug juste informatique, hein, mais bon bref, on s'éloigne du sujet. Ouais, parce que généralement le ministère, quand ils ont besoin que tu leur donnes de l'argent, ils sont assez réactifs. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin voilà, mais oui, tout ça pour dire que oui, il y a beaucoup de choses à faire sur comment tu régules le contenu créé autour de l'investissement pour éviter justement on l'a vu surtout aux États-Unis, mais avec les affaires Robinhood, quand c'était l'euphorie des marchés, que tu as des influenceurs qui disaient allez les gars, acheter des produits très dangereux qui peuvent te faire gagner énormément d'argent mais perdre aussi énormément d'argent, et que tu vois des jeunes qui sont allés jusqu'à, c'est triste à dire, mais jusqu'à se suicider parce qu'ils ont tout perdu. Au-delà de tout perdu, ils ont emprunté de l'argent et qu'ils ont perdu. Donc, en fait, qu'ils étaient fauchés pour le reste de leur vie, quoi. Et donc ouais, ça, il faut l'éviter. Et en fait, je pense que tu as des trucs malins à faire, mais qui sont pas évidents, quoi. Johan, on va parler d'argent encore. Comment on gagne de l'argent avec une newsletter ? Alors, tu as deux façons, hein, c'est assez simple. Bon, je dirais que tu en as trois. Allez. La première, c'est du sponsoring, enfin de la pub, quoi. Donc, tu mets des encarts publicitaires dans ta newsletter, ce que fait les Morning Brew, The Hustle, etc. Tu as l'abonnement, donc tu fais payer tu vas cacher du contenu derrière un abonnement payant, ce qui sera seulement destiné aux abonnés payants. Et le dernier, je dirais que c'est plus une newsletter qui va te générer des leads pour ton business. Donc, je ne sais pas si tu fais du conseil en stratégie sur des sujets de la santé. En fait, tu peux écrire une newsletter, du contenu, et derrière, ça va générer des leads et tu vas pouvoir faire payer du conseil à des abonnés qui sont intéressés par ce que tu fais, quoi. Donc, moi, je vois essentiellement ces trois. Après, tu en as plein d'autres. Hein. Tu peux faire des événements derrière tes newsletters. C'est ce que faisait The Hustle au début, beaucoup.
Ouais. Et, donc moi, c'est ces trois-là. Et avec Snowball, c'est un peu des deux, en fait. C'est Maintenant. les deux premiers, hein, Ouais, les deux toi, premiers, ouais. Ouais, chez Snowball. exactement. Sur les partenariats, donc beaucoup de sponsors dans l'univers des finances perso. Ouais. OK. Et puis, donc ton offre payante, qu'est-ce qu'on a en tant qu'abonné payant à Snowball? On a accès à quoi? Alors, tu as accès à quoi? Tu as accès à... déjà, tu as les 2 newsletters gratuites par mois qui sont pour tout le monde, là. Parce que c'est pas le... Ouais, mon offre, c'est pas du free... Souvent, tu as des offres qui sont un peu freemium, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une seule offre et tu peux accéder de temps en temps à du contenu de l'offre payante, alors que moi, c'est vraiment 2 offres distinctes. Donc, la partie gratuite, on en a parlé. Ensuite, tu as un mail hebdomadaire, le Snow Report, tous les dimanches soirs. La différence entre les deux, c'est que, c'est du contenu un peu evergreen sur la partie gratuite. Donc, evergreen, c'est du contenu qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, c'est qui ne vieillit pas, quoi, on va dire. Alors que le contenu hebdomadaire payant, c'est plus du contenu lié à des news. Donc, où on va décrypter, je sais pas moi, l'inflation, qu'est-ce que ça veut dire, ou une tendance un peu récente, là. Euh, L'idée, c'est de séparer les deux. C'est que je me souviens plus qui disait ça, mais c'est qu'avec l'abonnement payant, si tu fais du payant, enfin de l'evergreen, comme on disait, derrière un abonnement payant, le risque que tu peux avoir, c'est qu'une personne va s'abonner, récupérer les archives et partir, quoi. Alors que si c'est lié à de l'actualité, bah, une personne va rester plus longtemps avec toi, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que j'avais un peu choisi, parce que c'est jamais évident de savoir qu'est-ce que tu mets en gratuit, en payant. C'est toujours, il n'y a jamais de bonne réponse. Ouais, c'est un bon tips. Ouais. Donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Et, donc tu as ça, donc newsletter hebdomadaire, tu as la newsletter sur WhatsApp, donc le Daily Snow quotidien, pareil, très lié à l'actualité. Tu as la communauté, donc une communauté Discord, donc, où tu n'as que les abonnés premium. Il y a quoi d'autre? Tu as une partie des revenus qui sont, enfin des profits qui sont redistribués. Ça, je l'avais fait dès le début parce que je trouvais ça malin, je m'envoie des fleurs, tu sais. Je trouvais ça intéressant plutôt En fait, j'aimais bien ce côté, comment tu peux impliquer davantage ta communauté. Et du coup, en fait, je réfléchissais au branding, etc. Et je me disais qu'en fait, même dans ton modèle économique, tu peux ajouter du branding là-dedans. Et en fait, je me disais, ce serait marrant de faire une sorte de modèle de dividende. En gros, quand tu t'abonnes à Snowball, bah, tu vas recevoir un peu des actions Snowball, on va dire. J'appelais ça les snowflakes. C'est pas des vraies actions du tout. Mais ces snowflakes te donnent droit à une partie des profits. Comme une entreprise aujourd'hui redistribue des profits à ses actionnaires avec les dividendes. Et donc, ouais, je me suis dit, ouais, ça peut être cool de faire ça, tu vois, ça peut... Et quelle part de tes profits tu consacres à la redistribution en snowflakes? Alors là, c'est 20%. Donc 20% de ta marge? Ouais, c'est ça, de la marge, en gros. Alors, à l'époque, c'était simple, parce que 100% des revenus, c'était de la marge, presque, parce que j'étais tout seul, j'avais très peu de dépenses. Là, ça devient plus compliqué, parce que je recrute des gens et tout, donc... Peut-être qu'à un moment, il n'y aura pas de snowflakes pendant 1 an, parce que c'est en perte. Ouais, comme n'importe quelle entreprise. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc c'est 20%. Et en plus de ça, il y avait 20% aussi des profits qui sont reversés à une asso. Parce que pareil, je voulais dès le début, tu vois, créer une boîte un peu avec un impact qui va au-delà des abonnements, de tes utilisateurs, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, ouais, j'aimerais bien filer ça à une asso. Alors pendant un moment, je me suis dit, je vais donner à des assos qui existent. Et là, je suis plus à créer ma propre asso. Enfin, je l'ai déjà créé d'ailleurs. C'est juste qu'il faut lancer le truc. Et, on va en parler après. Ouais, donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai peut-être oublié des Et trucs. puis tu as des investissements aussi que tu fais avec la communauté Snowball. Ah, tu parles des projets que je finance. Oui. Alors c'est pas des investissements parce que c'est on va repartir du début. En fait, j'ai jamais voulu faire de sponsoring. Je sais pas, parce que j'avais peur de perdre mon côté non biaisé, etc. Alors qu'après réflexion, j'avais tort, hein, mais c'est pas grave. Mais donc, du coup, à un moment, je me suis dit, ça serait quand même bien de lancer du sponsoring. Et je me suis dit, comment je pourrais, en ajoutant cette source de revenus supplémentaires, en faire aussi profiter la communauté, comme je l'avais fait avec les Snowflakes. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Moi, j'ai lancé Snowball, c'était un side project au début qui est devenu un vrai projet. Ça pourrait être pas mal de faire une sorte de programme où, en gros, une fois par mois, grâce
au sponsoring, bah, je vais financer à hauteur de 3 000 euros un projet, un side project d'un membre de la communauté. C'était aussi un moyen, tu vois, de créer aussi de l'engagement et tout ça. Donc, quand j'ai lancé l'offre de sponsoring, donc c'était en juin 2022, l'année dernière, bah, c'est là où j'ai commencé à prendre des candidatures. Et donc, en fait, les gens candidatent, la communauté vote, et celui qui gagne, bah, il a 3 000 euros, il est mis en avant dans la newsletter. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que, en fait, j'en suis venu à... C'était un peu pour justifier le sponsoring. Ok. Non, mais c'est très cool. Et là, c'est ouvert à tous les abonnés Ouais. Snowball, pas Ouais, uniquement c'est les ça. abonnés payants. Exactement, Ok. ouais, tout à fait. Et donc, ça te fait quand même beaucoup de contenu à produire chaque semaine. Ouais. Attends, pardon, et juste, est-ce que tu communiques sur le nombre d'abonnés payants? Ouais, bah, là, il doit y en avoir 4230. Alors, ça varie. Là, je suis sur un plateau depuis. C'est marrant ça parce que quand les marchés sont assez euphoriques, bah, les gens sont plus aptes à payer pour un abonnement. Là, vu que les marchés, c'est pas ouf, bah, en fait, ça stagne, tu vois, depuis juin. Donc, on doit être à 4300, quoi. 4300. Question aussi liée à ce sujet. Quand on est créateur de contenu, qu'on fait beaucoup de choses soi-même, on évite aussi de trop s'éparpiller. Gérer un Discord, ça peut être fastidieux. Gérer en plus un compte WhatsApp, ça peut être fastidieux. Bon, là, tu as des revenus en face parce que c'est des espaces réservés aux abonnés payants, mais quand même, est-ce que comment tu as organisé par rapport à ça? Est-ce que tu as mis en place des automatisations, peut-être via WhatsApp, via Discord? Comment tu gères ça au quotidien? Ouais, alors le Discord, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui s'auto-régule bien. Je pense que ça aussi, en fait, la communauté est un peu le reflet de la personne qui l'a créée souvent, tu vois. C'est pour ça que quand tu vois je sais pas, alors je pars souvent dans l'univers des cryptos, tu vois des mecs qui sont assez agressifs dans leur façon de communiquer, etc. Bah, tu vas aller dans la communauté, ça va être une communauté assez agressive, très... Bon, bref. Et moi, dès le début, tu vois, c'était quand même autour de voilà, beaucoup de bienveillance et tout. Donc, en fait, la communauté, elle se gère toute seule. Donc, j'ai jamais eu de problème. Ok. J'y vais juste pour voir ce qui se dit, j'apprends des trucs et tout. Donc, c'est plus ça, je fais rien du tout. À part répondre des fois, quoi. Peut-être je rouvre encore un tiroir à l'anglaise, comme on dit. Combien de membres dans ta communauté Discord? Alors, je regarde pas souvent, mais aux dernières nouvelles, il devait y en avoir 2800. Peut-être qu'il y en a 3000 là aujourd'hui. Ouais, donc tu as plutôt un bon taux de conversion d'abonnés payants vers Discord. Ouais. Ok. Sachant que je pense qu'il y en a qui traînent encore dans le Discord, mais qui sont plus abonnés. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je referme le tiroir à l'anglaise. Ouais, donc j'en étais. Oui, donc Discord, ça me prend pas de temps. WhatsApp, ben, en gros, ce qui me prend beaucoup de temps. Donc là, c'est des news quotidiennes, donc c'est de la curation en fait. Ce qui me prend plus de temps, bah, c'est la veille. Parce que du coup, j'ai délégué depuis septembre dernier l'écriture, enfin la synthèse de la veille. Mais je fais toujours moi-même la sélection des news que je vais partager. Et c'est ça qui doit me prendre, ça dépend des jours, mais entre 2 et 3 heures par jour, quoi. Et quand même. Donc la veille. Rien que la veille WhatsApp en plus. Ouais, mais qui me sert en fait pour tout, en fait. Parce que je vais lire des newsletters finance, des newsletters les échos, enfin tout ça, et en fait qui nourrissent aussi le Snow Report du dimanche soir et tout ça. Donc ça, c'est assez long. L'envoi sur WhatsApp, en fait, il est automatisé. J'ai juste parce que je passe par une entreprise qui est aussi en mode startup en Inde, qui veut faire un peu le Substack de WhatsApp. Le Substack de WhatsApp. En gros, faciliter l'envoi de newsletters directement sur WhatsApp. Et sachant que WhatsApp tu peux faire des broadcast lists, mais qui sont limités à 220 personnes. Donc, en gros, si tu as 10 000 personnes, bah, il faut que tu fasses 10 000 divisé par 220. Donc, ça commence à faire beaucoup de listes. Et d'envoyer ça à la mano, c'est compliqué. Donc, eux, ils ont un peu tout automatisé. Donc, ça, pareil, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et après, les newsletters, une newsletter, tu vois, du dimanche soir, ça doit me prendre entre 6 et 8 heures d'écriture. En recherche, écriture, non-stop, sachant que moi, quand j'écris, je suis un peu un papillon, tu vois, je vais écrire 3 secondes et je vais faire autre chose, et je reviens 3 secondes, etc., quoi. Donc ça, ouais. T'essaies de la boucler le vendredi ou ça t'arrive quand même souvent de travailler le week-end? Ah non, je la fais que le week-end, en fait. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est aussi et tes proches, ils t'en veulent pas trop? Si, un peu, ouais.
Mais non, ça, c'est un truc que je dois résoudre, mais que j'ai toujours pas réussi, quoi. Ouais, parce qu'au début, tu lances ta boîte, tu lances ton truc, donc c'est OK de faire cet effort, mais c'est peut-être pas un modèle viable Non, non, à non, non, c'est terme. pas grave. Non, non, c'est clair. Mais ouais, bon, ça, bah, bon, faut que je trouve une solution, quoi. Mais en tout cas, oui, en général, je commence à l'écrire si tout va bien, j'ai mes sujets le vendredi. Ça, c'est quand tout va bien. Et je l'écris samedi, dimanche, quoi. Euh, Tout ce qui est correction, je l'ai externalisé à une amie parce que je suis un peu une bille. J'avais 0 en dictée à chaque fois, donc je suis vraiment nul en orthographe. Même si je me suis amélioré à force d'écrire. Mm. Mais donc ça, forcément, tu as une correction, je le fais pas moi. Et voilà, sinon j'ai pas mal d'automatisation. Tu vois, quand un abonné s'abonne, je réussis à récupérer de Stripe, donc il va dans des Google Sheets, donc j'arrive à suivre quand même pas mal de trucs et un peu automatisé. Tu vois, je te parlais des snowflakes au début, donc ça Ouais, c'est bien automatisé dans sûr. des Google Sheets, ça. Donc ouais, donc j'ai pas mal de trucs automatisés, mais qui sont quand même pas mal de trucs à la mano. Répondre aux abonnés, ça prend énormément de temps aussi en vrai. Mm. Enfin, je pense que, ouais, sans mentir, ça doit bien me prendre entre 1 heure et demie, ouais, peut-être que j'exagère, mais 1 heure et demie par jour, quoi. Juste à Mm. répondre à des abonnés par mail ou sur LinkedIn ou sur Discord, parce que ça m'arrive aussi de répondre sur Discord. Ouais. Quel regard tu portes sur les outils de génération de texte par intelligence artificielle? Est-ce que c'est des choses qui te parlent? C'est des choses qui peuvent potentiellement te servir, que tu pourras utiliser? Ouais, grave, j'adore ça. Alors, pas dans le sens écrire à ma place, mais je me suis retrouvé là de plus en plus souvent à avoir. Tu vois, quand j'écris une newsletter, ça m'arrive d'avoir des questions. Tu vois, ok, qu'est-ce qui s'est passé en 1972 sur les marchés, tu vois, je sais pas. Et donc, plutôt que d'aller sur Google, en fait, je demande à ChatGPT là et j'ai ma réponse directe. Ou, je sais pas, moi, faire des calculs, tu vois, des fois, plutôt que d'aller sur une calculette, je lui dis c'est quoi le pourcentage de ça et qui me le ressort. Donc, Ok. en gros, je l'ai un peu en mode assistant pour m'aider à écrire, quoi. Mhm. Un peu en mode le Jarvis dans Iron Man, quoi. Mm, mm. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Et même je brainstormais sur un truc l'autre jour et, euh, et du coup, je lui ai demandé, tu vois, je lui ai posé des questions et en fait, il m'a aidé à brainstormer. Tu vois, il a créé des idées que j'aurais pas pu avoir tout seul. Donc sur ça, ouais, je trouve ça vraiment génial. Donc ouais, pour moi, je le vois plus comme un assistant. Mm. Ouais, intéressant. Donc c'est assez cool, ouais. Intéressant. Bonne idée de business d'ailleurs. Du coup. Ouais. Ouais, il y en a plein qui sortent là. Je suis tombé sur un truc hier. En gros, si tu as une décision difficile à prendre dans ta boîte, tu lui dis, bah, je sais pas, j'hésite à lancer une version payante de ma newsletter. Et il va te sortir une analyse SWOT, là, comme on a Ouais. dans les cabinets de conseil, avec les faiblesses, les avantages, etc. Et il te sort un truc comme ça. Et comme ça, il t'aide à prendre un peu des décisions. C'est quoi cet outil? Je me souviens plus du nom, mais je pourrais te le donner. Comme ça, tu pourras le Ouais, mettre en je le mettrai dans commentaire le descriptif. descriptif. Ok, très cool. On arrive bientôt à l'heure ensemble. Avant de nous quitter, j'aimerais savoir si tu réfléchissais à lancer d'autres formes d'expression que la newsletter sous la marque Snowball. Je sais pas, je pense à potentiellement un podcast, peut-être une chaîne YouTube, TikTok, que sais-je. Ouais, bah en gros, ouais, tout. Non, non, mais oui, c'est le sujet dont je te parlais tout à l'heure quand je te disais que je faisais pas d'effort d'acquisition. Pour moi, il y a énormément de contenu qui a été déjà fait, tu vois, que je pourrais recycler en vrai presque à l'infini sur plein de formats différents, des vidéos courtes, des vidéos longues, du YouTube, du podcast court, du podcast long, j'en sais rien. Donc ça, c'est une envie de recycler du contenu existant pour attirer des gens sur la newsletter. Et ensuite, bah, de potentiellement aussi créer du contenu original sur du podcast, de la vidéo, sur des formats un peu différents, peut-être qui vont toucher une cible différente aussi. Tu vois, des gens qui s'intéressent pas du tout aux finances perso, bah, tu peux Hmm. les capter d'une façon peut-être plus fun par vidéo ou par l'audio, je sais pas, mais qui n'irait pas naturellement vers la newsletter, quoi. Donc oui, ça c'est l'objectif, ouais. Ok, et donc l'équipe se renforce, parce que là, tu Oui, es le seul full-time aujourd'hui sur Snowball. Ça va changer, c'est ça, dans ouais. les semaines, mois à venir? Bah, en fait là on est deux full time depuis septembre, oui c'est ça. Pauline m'a rejoint en septembre et là on sera sûrement bientôt trois et encore bientôt quatre. Plus toute une équipe de créateurs qui ne seront pas employés, parce que là l'objectif c'est aussi on va pas avoir le temps, mais, mais l'idée c'est de créer
un panier de newsletters qui sont incarnés à chaque fois par un créateur ou une créatrice sur des sujets verticalisés, l'immobilier, etc. Pour créer, tu vois, un nouvel abonnement plus complet et qui pourrait parler à beaucoup plus de gens. Parce que moi, je suis très généraliste aujourd'hui. Donc voilà, donc ça, Toujours sur la marque Snowball, c'est ça? Ouais, c'est ça. Snowball Limo, En gros, Snowball exactement, c'est ça. Tout à fait, c'est le but. Et donc ça, ce sera des gens qui ne seront pas full-time, mais qui seront dans l'écosystème, quoi. Mais ouais, donc du coup, recrutement, c'est plutôt sur la partie tech, produit, parce que du coup, là, je suis sur Substack encore, mais l'idée, c'est de développer la propre plateforme Snowball, quoi. Et qui va du coup... et après, il y a toute la partie, alors là, on parle que du média, mais après, il y a toute la partie plutôt fintech qui va arriver après. Parce que le média, c'est la première brique, mais après, il y en a plein d'autres, quoi. Donc, ouais. Ok, pas mal de cool. recrutements qui vont arriver. Ouais. On va suivre tout ça de très près, Johan. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais donner... Enfin, quel conseil tu auras envie de donner à quelqu'un qui nous écoute là et qui a envie de lancer sa newsletter? Alors, le conseil, c'est un peu ma première réflexion quand j'ai lancé Snowball, c'était comment je me différencie, parce qu'il y avait beaucoup de contenu qui existait. Alors, le contenu, c'est une commodité. Moi, ce que je raconte dans Snowball, en fait, des dizaines de milliers de personnes ont dit sûrement la même chose, tu vois, mais peut-être différemment. Mais un PEA, ça reste un PEA, une action, etc. Donc, je pense que vraiment, quand tu te lances, le but, c'est de se dire, OK, comment je me différencie. Donc, c'est plutôt là, c'est mon côté marketeur, branding, etc., qui a parlé. Mais pour moi, c'est hyper important et ça passe par le nom de ta newsletter, évidemment, ça c'est important, mais même s'il ne faut pas réfléchir On en parlait avec Mathieu, tu vois, il me parlait de génération do it yourself, il a trouvé en 3 minutes, c'est pas le meilleur des noms au monde, mais ça fonctionne, quoi, et ça marche. Le logo, pareil, il avait fait vite fait, et c'est toujours quasiment le même, quoi. Donc ça, il faut pas y prendre trop de temps, mais c'est plus sur le ton et l'univers que tu as créé, en fait, autour de ta newsletter ou ta chaîne YouTube ou tout ça, quoi. Et ça passe de comment tu parles, donc le ton, comme j'ai dit, mais ça passe aussi par, tu vois, moi, dès le début, j'ai commencé à faire mes petites illustrations à la main, et ça crée une différenciation, parce que du coup, il y a ma petite boule de neige qui revient tout le temps, et les gens associent la petite boule de neige à Snowball, donc ça crée un espace, tu t'ancres dans le cerveau des gens plus facilement, sans les manipuler, c'est pas le but. Mais donc tu as ça, le modèle économique, quand je t'ai dit comment je voulais un modèle économique différent, c'était aussi un moyen de se différencier. Donc ouais, pour moi, c'est un peu ça la base, parce que je vois énormément, genre vraiment énormément là, de newsletters sortir partout. Et quand tu les lis, le contenu est très bien souvent, mais en plus avec Substack, elles se ressemblent toutes. Ça, c'est vrai, c'est vraiment le problème de Substack. Ouais. Et c'est là où tu dois être malin, tu vois, avec Substack. C'est pour ça que voilà, moi j'ai fait mes illustrations, parce que du coup, tu sors un peu de ce formatage Substack. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de newsletters qui sortent, mais qui sont souvent un peu plates, on va dire, et pas assez différenciées. Donc c'est vraiment ça pour moi un peu la base, quoi. Merci pour le conseil, Johan. C'était très cool d'avoir passé cette heure avec toi, beaucoup d'enseignements. Bravo pour tout le chemin parcouru depuis le lancement de Snowball en 2020. Et on va te suivre de très près dans les prochains mois. Et franchement, abonnez-vous. Moi, je suis abonné à titre personnel à Snowball. C'est très chouette, très cool. Donc, allez-y, foncez. Salut, Johan. À bientôt. Merci beaucoup.